Le magicien d'Oz. Dorothée vivait dans une ferme au cœur du Kansas avec son oncle Henry et sa tante Em. Devant leur petite maison en bois, à une seule et unique pièce, s'étendait une vaste plaine grise brûlée par le soleil. Ni arbre ni maison ne rompaient la monotonie de cette immensité qui se fondait avec le ciel à l'horizon. Dorothée n'avait qu'un seul ami, un petit chien noir du nom de Toto, qu'elle aimait tendrement. Dorothée et Toto avaient l'habitude de jouer ensemble toute la journée, mais un jour, leurs jeux furent interrompus. Oncle Henry était assis sur le seuil de la maisonnette, Dorothée debout derrière lui avec Toto dans ses bras. Tous deux fixaient avec anxiété le ciel qui s'assombrissait. Ils entendirent alors le long mugissement du vent du nord et virent les hautes herbes se courber à l'approche de la tempête. Du sud, leur parvint un sifflement aigu. Soudain, oncle Henry se dressa. « Un cyclone, je vais m'occuper des bêtes !» hurla-t-il en courant vers l'étable. « Vite, Dorothée, descends te réfugier à la cave !» cria tante M de l'intérieur de la maison. Tante M ouvrit à la hâte une trappe aménagée dans le plancher. Dorothée s'apprêtait à la suivre lorsque la maison fut violemment ébranlée. C'est alors que se produisit une chose très étrange. La maison tourna 2 ou 3 fois sur elle-même et s'éleva lentement dans le ciel. Le vent du nord et le vent du sud s'étaient rencontrés à l'endroit précis où se trouvait la maisonnette. Elle était en plein milieu du cyclone. Les vents poussaient si fort chacun des murs que la maison s'éleva de plus en plus haut au-dessus du sol. Elle resta un instant suspendue là, puis fut emportée vers le ciel. Il faisait très sombre et les vents hurlaient à faire peur. Après quelques tours sur elle-même, la maison se mit à tanguer. Dorothée fut emplie d'effroi à la pensée que la maison allait se fracasser lorsqu'elle retomberait par terre. Elle finit par se traîner sur le plancher jusqu'à son lit et sombra bientôt dans un profond sommeil. Un choc la réveilla. Un choc si violent qu'elle aurait pu se blesser gravement si elle n'avait pas été sur son lit douillet. Elle mit un moment à se rendre compte que la maison s'était immobilisée et que le soleil inondait maintenant la petite pièce. Elle sauta sur ses pieds et courut à la porte, suivie de Toto. Et là, quelle ne fut pas sa surprise! Elle était au beau milieu d'un pays d'une extraordinaire beauté. Partout, ce n'étaient que des massifs de fleurs merveilleuses. Dans les arbres, couverts de fruits succulents, des oiseaux au plumage éclatant chantaient. Dorothée aperçut au loin quelques petites maisons rondes, toutes bleues. Elle vit alors des êtres étranges. Il y avait 3 hommes et une femme, pas plus grands qu'elle, mais bien plus vieux. Les hommes portaient tous la barbe et étaient entièrement vêtus de bleu de la pointe de leurs bottes jusqu'au sommet de leurs chapeaux pointus. Sur le bord de ces chapeaux, de petites clochettes tintaient doucement à chaque pas. La vieille femme portait elle aussi un chapeau pointu, mais il était blanc, comme sa robe. Son visage était tout ridé, et c'est avec une certaine raideur qu'elle s'avança vers Dorothée. Après une profonde révérence, elle lui dit d'une voix douce « Bienvenue au pays des Munchkins, noble enchanteresse. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est et d'avoir rendu la liberté à notre peuple. » Dorothée s'étonna. Que voulait donc dire cette femme? « Vous êtes très aimable, mais vous vous trompez certainement. Je n'ai tué personne. »« C'est votre maison alors, cela revient au même. Regardez, ce sont les 2 pieds de la méchante sorcière, » expliqua la vieille femme. Dorothée baissa les yeux et poussa un petit cri de frayeur. 2 pieds, chaussés de souliers d'argent, au bout pointu, dépassaient de la maison. La vieille femme continua. Nuit et jour, depuis des années, les Munchkins devaient servir cette méchante sorcière comme des esclaves. C'est pourquoi ils sont si heureux de la voir morte et ont envoyé un messager me chercher. Je suis la sorcière du Nord. Oh, mon Dieu,
Vous êtes une véritable sorcière, s'exclama Dorothée. Assurément, mais je suis une bonne sorcière que les gens aiment, et je ne suis pas aussi puissante que la méchante sorcière. Mais je croyais que toutes les sorcières étaient méchantes. Vous vous trompez. Des 4 sorcières qui habitent le pays d'Oz, 2 sont bonnes, celle du Nord et celle du Sud. Je le sais puisque je suis l'une d'entre elles. Celles de l'Est et celles de l'Ouest, en revanche, sont très méchantes. Grâce à vous, il ne reste plus que la méchante sorcière de l'Ouest dans le pays d'Oz. C'est alors que les Munchkins, restés jusqu'alors silencieux, poussèrent de grands cris en montrant le coin de la maison sous lequel gisait la méchante sorcière. Les pieds de la sorcière morte avaient disparu et il ne restait plus que ses souliers d'argent. La sorcière du Nord se mit à rire. Elle était si vieille que le soleil l'a réduite en poussière. C'en est fini d'elle. Mais les souliers d'argent vous reviennent, ma chère, et il vous faudra les porter. Elle ramassa les souliers, secoua la poussière et les tendit à Dorothée. Un des Munchkins ajouta: La sorcière de l'Est était fière de ses souliers d'argent. Ils possèdent un pouvoir étonnant. Mais nous n'avons jamais pu découvrir lequel. Oh, merci! Ils me vont à merveille! S'écria Dorothée. Mais s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à retrouver le chemin du Kansas? J'habite là-bas avec ma tante et mon oncle et je suis sûre qu'ils se font du souci pour moi en ce moment. La sorcière du Nord répondit: J'ignore où se trouve le Kansas. Je n'en ai même jamais entendu parler. Voyez-vous, un grand désert sépare le pays d'Oz du reste du monde. Allez à la cité d'Émeraude et demandez au grand magicien d'Oz de vous aider. Est-ce un homme bon? C'est un bon magicien, beaucoup plus puissant que toutes les sorcières, mais je ne l'ai jamais vu et je ne saurais dire si c'est un homme ou non. Et où se trouve la cité d'Émeraude? Il faut prendre la route pavée de briques jaunes qui traverse des contrées tantôt agréables, tantôt effrayantes. Le baiser que je vous donne vous protégera car personne n'ose faire de mal à qui a reçu le baiser de la sorcière du Nord. Elle effleura de ses lèvres le front de Dorothée et y laissa une marque ronde et brillante. Elle tourna 3 fois sur son talon gauche et disparut. Les Munchkins s'inclinèrent en guise d'adieu et s'enfoncèrent dans la forêt. Restée seule, Dorothée se prépara pour la route. Elle mit sa robe de calicot bleu et blanche et prit son chapeau de paille ainsi qu'un panier rempli de pain. Elle partit vers la route pavée de briques jaunes, Toto à ses côtés. Le soleil resplendissait, les oiseaux chantaient doucement. Après avoir marché un certain temps, elle s'arrêta pour se reposer. Elle grimpa sur une barrière, s'y assit et contempla un grand champ de blé. Elle aperçut non loin de là un épouvantail. Sur sa tête, qui n'était qu'un petit sac rempli de paille, on avait peint des yeux, un nez et une bouche. Il portait les vêtements bleus pâles des Munchkins et, du haut du pieu qui lui traversait le dos, il embrassait son champ du regard. Dorothée observa attentivement le curieux visage peint de l'épouvantail. Il lui faisait un clin d'œil. Elle crut tout d'abord s'être trompée, mais comme il lui faisait un signe amical de la tête, elle s'approcha de lui. « Bonjour !» dit l'épouvantail. « Oh, est-ce vous qui m'avez parlé ?»« Oui. Comment allez-vous ?»« Très bien, merci. Et vous-même ?»« Je ne me sens pas bien du tout, à vrai dire. C'est très ennuyeux de rester perché comme ça, jour et nuit. » Dorothée s'approcha et dégagea le mannequin de son pieu. Il n'était pas très lourd. « Ah, merci beaucoup. Je me sens un homme nouveau. Dites-moi maintenant qui vous êtes et où vous allez. » « Je m'appelle Dorothée et je me rends à la cité d'Émeraude pour demander au grand magicien d'Oz de me renvoyer au Kansas. »« Ah, où est la cité d'Émeraude? Et qui est ce grand magicien d'Oz? Comment? Vous ne le savez pas? » ?»« Non, en vérité, je suis un parfait ignorant. Mon corps est rempli de paille, vous le voyez? Et je n'ai rien dans la tête. Croyez-vous que si j'allais avec vous à la cité d'Émeraude, le magicien d'Oz me donnerait un peu de cervelle? » « Je n'en sais rien.
Mais vous pouvez m'accompagner si vous le voulez. Oh, merci, Répondit-il. Toto, Dorothée et son étrange ami partirent à la recherche du merveilleux magicien d'Oz. Les monstres aux beaux yeux. Il y a longtemps, vivait en Nouvelle-Zélande un pêcheur maori nommé Keo. Chaque matin, il allait en mer jeter son filet. Mais un jour, il ne put le sortir de l'eau tant il pesait lourd. Les têtes de 3 horribles créatures apparurent alors. La première tête était celle d'un homme sirène, recouvert d'écailles, dont la langue pendait longue et souple. La seconde appartenait à un gros serpent gluant. Et la troisième, un lézard géant terrifiant, dont la gueule renfermait des dents coupantes comme un rasoir. Mais Keo remarqua aussitôt que chaque tête le fixait avec des yeux doux et suppliants, les plus beaux yeux qu'il ait jamais vus. Posant son harpon, Keo hissa les 3 bêtes dans son bateau et les ramena au village pour les mettre dans un lac. Durant 3 années, Keo pêcha chaque matin des poissons pour les nourrir. Il les aimait bien et les étranges créatures le lui rendaient. Mais un jour, Keo ne vint pas. Lorsque les 3 monstres dressèrent leur tête au-dessus de l'eau pour apercevoir leur ami, ils virent Tainui, un guerrier laid et méchant, armé d'un gourdin. Derrière lui, dans le lointain, Keo défendait son village contre l'attaque d'une autre tribu. Tainui leva son gourdin et l'abattit sur les monstres qui s'enfoncèrent sous l'eau en criant. Le soir, Tainui revint se promener au bord du lac. Alors, une longue langue souple s'enroula autour de ses jambes et l'entraîna par le fond. Puis, le gros serpent gluant s'enroula autour de son corps et le serra. Enfin, le lézard ouvrit sa gueule tapissée de dents acérées et s'apprêta à le dévorer. « Arrête! Ne le tue pas !» cria une voix familière. Les monstres regardèrent autour d'eux et aperçurent Keo courant vers le lac en compagnie des villageois. Ceux-ci, armés de massues, de poignards et de harpons, venaient de chasser les guerriers ennemis. Aussitôt, Keo sortit Tainui du lac et l'attacha à un arbre. Tainui eut la vie sauve, mais il resta prisonnier du lac pour le reste de ses jours, pêchant du poisson pour les étranges créatures aux beaux yeux. Des animaux en grève. C'est fini! Tu ne feras plus le numéro avec les autres éléphants! Hurla le dompteur à Toby. Tu n'es qu'un maladroit! Tu gâches tout! La dernière fois, tu t'es marché sur les pieds! Et aujourd'hui, tu as failli me renverser! Tu ne regardes même pas où tu poses les pieds! Toby soupira. Il adorait courir sur la piste avec les autres éléphants et mettre ses jolies plumes rouges. Tous tournaient et dansaient en cadence au son de la musique,
Toby dansait avec eux, mais il était généralement si excité qu'il oubliait ce qu'il avait à faire et donnait l'impression de se jeter dans les pattes des autres. Et maintenant, cette fête lui était refusée. « Hep !» lui cria Charlie, le chimpanzé. « Tu en fais une drôle de tête! Qu'est-ce qu'il y a ?» Toby lui expliqua la situation. « Exclu du spectacle! Attends un peu que j'en parle aux autres animaux !» Et Charlie fila pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Bientôt, on entendit des rugissements, des hennissements, des barrissements, des cris. Les lions, les chevaux, les éléphants, les chimpanzés et les autres animaux du cirque discutaient avec animation. « Ce n'est pas juste !» dit Hector le cheval. « Ce n'est qu'un bébé éléphant !» dit Laurence le lion. « Ce n'est pas sa faute. » « Écoutez tous !» s'écria Hannibal, le chef des éléphants. « J'ai une idée !» Tous les animaux se rapprochèrent jusqu'à ce que leurs têtes se touchent pour écouter Hannibal. « C'est une bonne idée !» s'écria Charlie. « On commence ce soir !» Comme tous les soirs, de nombreuses personnes se pressaient sous le grand chapiteau pour assister au spectacle. Dans les coulisses, tout le monde se préparait. Les clowns se maquillaient, le dompteur faisait briller une dernière fois son chapeau, et l'on mettait aux éléphants leurs magnifiques plumes rouges. Toby se tenait à l'écart, observant tristement tous ces préparatifs. Ce soir, il ne serait pas de la fête. La musique tonna. Le présentateur annonça: « Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer !» Les chevaux entrèrent en caracolant, leur queue et leur crinière tressautant au son de la musique. Mais au lieu de galoper tout autour de la piste, ils s'arrêtèrent brusquement. Les musiciens continuèrent de jouer, le dompteur fit claquer son fouet, rien n'y fit. Les chevaux ne bougèrent pas. « Qu'est-ce que vous avez ce soir ?» leur murmura-t-il. « Pourquoi ne dansez-vous pas ?» Sans répondre, les chevaux firent demi-tour et quittèrent la piste entre-temps. D'étonnement, le dompteur retira son haut de forme et se gratta la tête. « Amenez les lions !» fit-il alors. Mais les lions ne daignèrent pas même sortir de leur cage. « Amenez les chimpanzés !» ordonna-t-il, furieux. Les chimpanzés ne bougèrent pas non plus. « Amenez les éléphants !» hurla-t-il, rouge de colère. Toby regarda Hannibal entrer sur la piste, suivi de toute sa troupe. Tous les éléphants se mirent en cercle autour du dompteur. Puis, Hannibal leva haut sa trompe pour demander le silence. La musique s'arrêta. Les spectateurs retinrent leur souffle. « Les animaux du cirque font la grève », annonça Hannibal. « Nous ne reprendrons le travail que lorsque Toby sera autorisé à revenir sur la piste. Ce n'est qu'un bébé éléphant. Ce n'est pas sa faute s'il commet des erreurs et des maladresses. Il fait partie du cirque. » Sur un puissant barrissement, Hannibal et tous les éléphants quittèrent la piste. « Faites entrer Toby !» cria quelqu'un dans l'assistance. « Oui, nous voulons voir le bébé éléphant !» s'écria quelqu'un d'autre. Bientôt, toute l'assistance réclama Toby. Le dompteur leva alors les bras au ciel, vaincu. « Eh bien, fit-il, faites entrer Toby, le bébé éléphant. » Dans les coulisses, Clarence le clown mit rapidement à Toby ses belles plumes rouges. « Allez !» dit-il en le tirant tout joyeux par la trompe. « C'est à toi !» Toby était si ému et si excité lorsqu'il entra sur la piste qu'il en renversa Clarence. La foule hurla de rire. Le clown et Toby se mirent alors à se poursuivre tout autour de la piste
à la grande joie des spectateurs. Plus Toby était maladroit, et plus il s'en mêlait les pattes, plus le public riait. Le dompteur lui-même ne pouvait s'empêcher de rire. Bientôt, Toby devint la vedette du cirque, et l'on dut inscrire son nom sur les affiches. Yuskin, l'horloger. Yuskin, l'horloger, et son fils Vladimir travaillaient dans une minuscule échoppe au bout du village. Yuskin apprenait à son fils comment réparer les horloges, tout comme son père le lui avait appris bien des années auparavant. Par un après-midi très froid, alors que la neige tombait abondamment, le prince Igor cabra son cheval pour s'arrêter juste devant la boutique de Yuskin. Sautant à terre, il franchit la porte à grande enjambée. La neige, accrochée à ses bottes de cavalier, se répandit sur le sol. Horloger Yuskin, il faut absolument que cette montre soit réparée pour demain midi. Ma femme part en voyage à Saint-Pétersbourg et elle veut l'emporter. Yuskin regarda à la loupe la superbe montre, pas plus grosse que l'ongle d'un pouce. Son cadran était une perle, de la couleur du lait le plus crémeux. Ses aiguilles étaient ciselées dans l'or le plus pur, et les chiffres scintillaient de diamants et de rubis. Maître, je dois ouvrir le boîtier avant de vous dire si je peux la réparer pour demain. Une montre aussi délicate nécessite des pièces de rechange de valeur que je ne possède pas. Horloger Yuskin, tu dois réparer cette montre avant demain midi. Sinon, attends-toi au pire, répondit le prince. Sur ce, il fit claquer sa cravache et sortit. Yuskin ouvrit le boîtier de la montre, l'observa très attentivement et soupira. « Oh, c'est inutile, Vladimir. Je ne pourrai pas la réparer à temps. » Vladimir l'examina alors avec sa propre loupe, exactement comme son père le lui avait maintes fois montré. « Il n'y a que le minuscule ressort de cassé, père. » C'est exact, mon garçon. Mais celui-ci est très spécial. Il provient de la soie d'une patte de papillon. Même les horlogers de la ville de Saint-Pétersbourg n'ont pas de tels ressorts. Un long silence se fit dans la boutique, interrompu seulement par le tic-tac des horloges. Alors, Yuskin reprit. « Il n'y a qu'une chose à faire, Vladimir. Nous devons rapporter immédiatement cette montre au prince Igor. » Devons-nous mettre nos plus beaux habits, père? Mon fils, nous sommes horlogers, dit Yuskin avec fierté. Nous porterons nos vêtements de travail et nous mettrons nos outils dans les poches de nos tabliers. Ils se mirent en route aussitôt. Alors qu'ils grimpaient péniblement la grande côte qui montait vers le château du prince Igor, la neige s'arrêta de tomber. C'est vraiment dommage que nous ne puissions réparer ce ressort, père. Le prince Igor nous donnerait au moins 10 roubles si la montre était réparée à temps, dit Vladimir. Yuskin garda le silence. Son fils avait raison. Une telle somme d'argent représentait des semaines et des semaines de travail. L'étoile du soir brillait comme un diamant dans le ciel bleu nuit, mais ils ne la regardèrent même pas, tant ils étaient découragés. Un traîneau tiré par les chevaux passa à côté d'eux en faisant crisser la neige glacée, puis un autre et encore un autre. Chaque traîneau était plein de gens qui riaient et chantaient. « Oh, regarde, père, ils ont de drôles de vêtements. Je vois un dragon, un crocodile, un indien et même un ramoneur. Ils vont chez le prince Igor, mon fils. S'il a organisé une soirée, j'ai peur que nous ne soyons pas bien accueillis. »
Ils étaient presque arrivés à la porte de service lorsqu'un laquais dans un uniforme rutilant leur dit avec une révérence: « Vous ne prenez pas la bonne entrée, messieurs. Par là, si vous permettez. » L'horloger et son fils se retrouvèrent sur les marches du grand escalier de marbre qui menait dans la grande salle du château du prince Igor. Tout était féerique. Aux dragons et aux sorcières se mêlaient des géants et des fées, des ogres et des crocodiles, des elfes et des ramoneurs, des clowns et des singes. Et à présent, 2 horlogers. Dans la grande salle, les invités étaient en train de voter pour désigner le plus beau costume. Ils applaudirent la sorcière. Ils applaudirent plus fort le géant. Et encore plus fort le dragon. Mais quand les 2 horlogers firent leur apparition, les applaudissements redoublèrent d'intensité. Bravo! Bravo! Quel costume! Youskin et Vladimir gagnèrent le premier prix. Ce prix vient de ma propre collection privée. Annonça la femme du prince Igor en déposant un coffret doré dans les mains tremblantes de Youskin. L'assistance les acclama à nouveau, la musique commença et le bal débuta. « Viens, Vladimir, nous devons parler au prince !» chuchota Youskin, complètement abasourdi. Mais Vladimir avait glissé un coup d'œil furtif dans la boîte en or, et ses yeux brillaient. « Oh non, père, non! Nous sommes sauvés !»« Je ne comprends pas, Vladimir. Comment cette boîte en or peut-elle nous aider à réparer la montre du prince Igor ?»« Parce qu'elle est pleine de papillons, père !» s'exclama Vladimir. Il souleva le couvercle avec précaution, et tous 2 contemplèrent avec émerveillement le contenu de la boîte. 6 magnifiques papillons voletaient sur un lit de toutes petites fleurs. Leurs ailes tremblaient comme des feuilles d'automne dans un vent léger. Ils se hâtèrent de retourner à leur boutique. Délicatement, Vladimir détacha une soie de la patte d'un papillon. Puis, Youskin ouvrit le boîtier de la montre du prince Igor. Mais il se mit à trembler. « Je n'y arriverai pas, Vladimir. »« Laissez-moi essayer, père. » Son cœur battait la chamade, mais Vladimir prit la montre d'une main ferme. Le matin arriva, froid et glacé. Le vent soulevait les flocons de neige. Par la fenêtre, Youskin vit le prince descendre de la colline à cheval. Il prévint son fils. « Il va arriver d'une seconde à l'autre !» Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et le prince Igor bondit à l'intérieur, soufflant dans ses mains. « Bonjour, horloger Youskin, et à toi aussi, Vladimir. Quel froid ce matin !»« Bonjour, prince Igor !» répondirent le père et le fils, étonnés par les bonnes manières soudaines du prince. Youskin ajouta: « Voici votre magnifique montre. J'ai aussi confectionné un petit étui en soie pour lui servir d'étui. Une aussi jolie montre mérite d'être protégée. » Rayonnant de satisfaction, le prince Igor remercia à plusieurs reprises l'horloger et son fils, puis posa 100 roubles sur le comptoir. « Je savais que tu finirais à temps. Quant à cette pochette, c'est aimable à toi. » Je suis désolé, prince Igor, mais je ne peux vous rendre la monnaie sur une telle somme. Je n'ai que 7 roubles sur moi. Qui parle de monnaie? Le prince Igor se mit à rire, et à rire. Les larmes roulaient sur son visage, comme les gouttes d'une pluie d'été sur des feuilles luisantes. Mon cher Youskin, cet argent n'est pas seulement celui de la réparation de la montre, c'est aussi celui du reste de votre prix. Vous avez quitté le bal si vite que ma femme n'a pu vous le remettre. Prince, nous ne pouvons accepter ni l'argent ni la boîte de papillons car nous n'étions pas invités à la fête.
Et nous n'étions pas déguisés du tout. Nous portions nos vêtements de travail. Je le sais bien. C'est la plus énorme plaisanterie de l'année. Ma femme était ravie. Toutes ses amies avaient dépensé des fortunes pour leur déguisement et pas une n'a gagné. Vladimir se mit à rire lui aussi. Le pauvre Youskin jetait des regards hésitants de l'un à l'autre, ne trouvant pas ses mots. Le prince sortit de la boutique en faisant un signe d'adieu. Alors, Youskin et son fils s'étreignirent et se mirent à danser, sautant de joie et riant à la fois, tandis que les pendules du magasin carillonnaient à l'unisson. Mystère dans la jungle. Il y a bien longtemps, une jungle luxuriante recouvrait toute la terre. Tous les animaux y trouvaient à boire et à manger en abondance. Leur préférence allait cependant à un délicieux nectar très nourrissant. On le buvait le soir, bien glacé. On l'appelait le nectar de la jungle. Il existait depuis si longtemps déjà que personne ne mangeait ni ne buvait autre chose. Surtout que le bon roi Zamouza l'offrait gracieusement à tous ses sujets. C'était la palmeraie royale, tout en haut du mont Mouza, qui donnait cette délicieuse boisson. Mais seul le roi et le ministre du nectar de la jungle, le fidèle Malinx, le serpent, connaissaient son emplacement. Un jour, une grande cérémonie fut organisée dans les jardins du palais, en l'honneur du roi et de son ministre, à l'occasion du 500e anniversaire du nectar de la jungle. Le roi avait annoncé qu'il ferait une déclaration. Mongo, célèbre pour sa bravoure, fit un discours pour remercier le roi de sa générosité. Puis le roi Zamouza se leva et proclama: « Demain, à midi, la princesse Brille, ma fille, épousera mon fidèle ministre Malinx. » Hip hip hip, hurrah! Crièrent tous les animaux en acclamant les heureux fiancés. Ce sera fête pour tous, dit Brille. Après la cérémonie, tout le monde s'étonna de la disparition mystérieuse de Malinx. Cette nuit-là, deux horribles bêtes, les terribles frères Scarabis, s'approchèrent sur la pointe des pattes. Ils avaient rendez-vous avec le fidèle ministre Malinx le serpent. « Je veux que vous kidnappiez Zamouza, siffla-t-il. Si vous réussissez, je vous offrirai une grosse récompense. Je serai alors le propriétaire du mont Mouza et je ferai payer le nectar à tous les habitants de la jungle. » ajouta-t-il. Partis à la recherche du roi, les deux Scarabis trouvèrent celui-ci endormi à l'ombre des fameux palmiers. Ricanèrent-ils à l'idée de la récompense qui leur reviendrait sitôt l'affaire conclue. Et ils se précipitèrent sur le roi. Soudain éveillé, celui-ci lutta avec le plus grand désespoir. Aïe, oh, au secours! Mordant et se débattant, il fut cependant emmené par ses ravisseurs. Et nous qui pensions qu'il était doux comme un agneau. Partez vite, siffla Malinx, avant que l'on ne vous entende. Le bruit réveilla en effet Mongo, mais il pensa que son estomac le tourmentait encore et se rendormit.
le silence régna à nouveau sur la jungle. Le lendemain matin, le ministre réapparut et déclara « Le roi a disparu !» Devant les visages angoissés, il hurla « Taisez-vous tous ! Le nectar m'appartient désormais et vous devrez tous payer pour en boire !» Mongo comprit ce qui l'avait réveillé cette nuit-là. « Il faut vite retrouver Zamuza !» se dit-il. Les fées danseuses. Il était une fois sur l'île de Gov, en Suède, un jeune serviteur appelé Petit Andin. C'était le valet d'écurie de Maître Strad. Souvent, au lieu de travailler, il s'endormait et il rêvait. Il rêvait jour et nuit des elfes et des fées. Ainsi, le jour de la Saint-Jean, au début de l'été, il dormit tout l'après-midi. Le soir, son maître l'appela. « Réveille-toi, Petit Andin, il est tard. Cours auprès chercher mon cheval, nous devons le mettre en sûreté avant la nuit, sans quoi les fées le feront disparaître. » Lorsque Petit Andin atteignit le champ, la lune de la Saint-Jean illuminait le ciel. Soudain, il entendit une étrange musique. Très loin, au-dessus de sa tête, un nuage de fées ailées descendait d'un rayon de lune. Elles se posèrent au centre d'un cercle d'herbes sombres et se mirent à danser au son d'un orchestre de fées. La reine menait la danse. Elle était plus grande que les autres, très belle, avec sa couronne d'argent et sa robe étincelante de pierreries. Petit Andin essayait de s'approcher le plus près possible en rampant, lorsque la reine cria « Arrêtez ! Il y a un étranger !» La musique cessa, et les danseuses s'immobilisèrent comme des statues. La reine se tourna vers Petit Andin, tout surpris, et lui dit « Tu ferais mieux de rentrer à la maison, sinon tu vas être ensorcelé. »« Oh, j'aimerais tant danser avec vous, répondit-il. Et il se retrouva au milieu de la ronde avec la reine des fées. Ils dansèrent pendant des heures, jusqu'à ce que la reine s'écrie « Assez ! Le coq va bientôt chanter. Il est temps que nous retournions au royaume des fées. » Et elles s'envolèrent, laissant le pauvre Andin danser tout seul. Quand son maître le trouva là, au matin, il dansait encore. Il dansa tout au long du chemin du retour vers la maison. Il dansa en montant l'escalier. Il dansa encore pendant 3 jours entiers. Un mois plus tard, la nuit de la pleine lune, Petit Andin escalada sa fenêtre et courut jusqu'au champ. De nouveau, il entendit cette merveilleuse musique et vit les fées ailées descendre du ciel, menées par leur reine, qui lui sembla plus belle encore que la dernière fois. Repliant leurs ailes, elles dansèrent autour de Petit Andin et de la reine qui se tenaient au centre du cercle magique. Et comme la fois précédente, ils dansèrent avec bonheur jusqu'à l'aube. Alors, la reine dit « Assez ! Le coq va bientôt chanter. Nous devons partir. Au revoir, Petit Andin. Rentre vite à la maison. »« Non, cette fois je viens avec vous, cria-t-il. » Il s'accrocha à la robe de la reine et, suivi des autres fées, rejoignit un rayon de lune. Mais l'histoire de Petit Andin ne s'arrête pas là. Le vieux maître Strad raconte en effet à tout le monde que les nuits de pleine lune
il voit son petit Andin danser dans le pré, de minuit jusqu'au chant du coq. Il danse dans les bras de la reine des fées, entouré de toutes les créatures ailées du beau pays des fées. Un joli petit macareux. C'était un macareux, un joli petit macareux sur un piton rocheux perdu dans la mer bleue. Il pêchait des poissons qu'il trouvait très bons, les mangeait pour goûter, les mangeait pour dîner. Mais ce petit macareux, seul sur son îlot rocheux, était bien malheureux, sans amis, sans jeu. Il s'assit sur son rocher et se mit à pleurer. Il se sentait tout petit, tout seul et démuni. Alors vinrent les poissons lui faire une proposition. « Cesse donc de nous manger, nous pourrons nous amuser !» Ils sont amis maintenant. Ils jouent par tous les temps. Le macareux, pour ses repas, mange comme toi et moi.